Pour vendre des agents IA et des automatisations de type N8N, Make, Zapier, l'argument numéro un est le ROI, le Return on Investment. Et il est impératif de comprendre comment on met en place ce ROI dans le cadre d'un projet IA automatisation. C'est ce que je m'apprête à faire à travers l'explication de ce guide de la mise en place du ROI dans les projets IA. Ne t'inquiète pas si le rapport que tu vois est en anglais, car je l'ai traduit en français et je vais te le faire donc en français. Mais avant ça, il faut que je t'explique pourquoi est-ce que le ROI est si important et pourquoi si tu ne le prends pas en compte, tu risques d'aller à l'échec direct. A priori, si tu aimes l'automatisation, si tu aimes les agents IA, si tu as découvert ça et que tu te formes là-dessus ou t'es formé là-dessus, c'est que tu as un profil un peu technique et que tu es enthousiasmé par des nouveaux outils, par des outils efficaces, par des outils avec lesquels on peut faire tellement de choses, et tu es aussi enthousiasmé par décortiquer les fonctionnements des choses et comment est-ce qu'on peut les améliorer. Améliorer les systèmes, améliorer les flux de production, améliorer la productivité. Et tu vas faire un raccourci en pensant que parce que c'est enthousiasmant, les gens à qui tu vas vendre ces agents IA vont s'enthousiasmer. Première erreur. Deuxième erreur que tu vas faire, tu vas considérer qu'en montrant ces outils, en montrant comment ils fonctionnent, en montrant ce qu'on peut faire avec, les décideurs, ceux qui vont à la fin faire le chèque ou donner le go pour lancer le projet, vont immédiatement comprendre à quel point ils vont pouvoir obtenir des choses incroyables avec ces outils. Or, ça n'est absolument pas ça qui va se passer dans leur tête, parce que ces personnes qui vont décider par nature, par caractère, mais peut-être encore plus par fonction, s'intéressent très peu aux outils, s'intéressent très peu au système, s'intéressent très peu à comprendre profondément les problématiques et comment les résoudre. Parce que eux, ce qui les intéresse, c'est les résultats qu'ils doivent atteindre, soit parce qu'ils en ont le choix, soit parce que... Et la bonne façon pour eux de mesurer ces résultats, c'est le ROI. La bonne unité pour exprimer ce ROI, potentiellement, même si c'est pas très académique, c'est l'argent. Alors en 2 secondes, le ROI, c'est quoi? Si jamais tu ne connais pas exactement le fonctionnement, non, classiquement, ça se mesure de la manière suivante. Si par exemple, je fais une campagne marketing de publicité et que je dépense 1000 € de publicité et que la publicité me rapporte un chiffre d'affaires de 1500 €, je vais faire 1500 € moins 1000 €, ça fait 500 €, donc j'ai gagné 500 €, je le divise par le montant d'investissement, 1000, ça me donne 0,5, je multiplie par 100 pour avoir des pourcentages et j'ai un ROI de 50%. Donc évidemment, si j'ai gagné moins d'argent que j'en ai dépensé, mon ROI sera négatif, ce qui évidemment n'est pas le but. Alors ce rapport nous donne des informations absolument cruciales venant des États-Unis, puisque les projets d'agents IA notamment ont été mis en place bien plus tôt aux États-Unis et qu'on commence à avoir des retours. Et autant on nous dit que 92% des cadres dirigeants aux États-Unis dans les entreprises prévoient d'augmenter les budgets dans les dépenses IA, autant seulement une initiative sur 4 de mise en place de l'IA dans les entreprises a atteint le ROI attendu sur la croissance, et 95% des initiatives d'intelligence artificielle n'ont aucun ROI mesurable. Ces chiffres pourraient faire penser que il y a une absence de rendement et qu'en fait l'intelligence artificielle ne crée pas les gains de productivité que l'on pourrait attendre. Mais ce serait une erreur de penser ça. C'est simplement que l'on ne mesure pas ou que l'on mesure mal le ROI de ces projets intelligence artificielle. Ne mesurant pas, la preuve du rendu n'existe pas, et ça c'est extrêmement problématique parce que quand un projet n'a pas de preuve d'efficacité, il est par nature inefficace. On ne peut pas considérer un projet réussi si on n'a pas la preuve qu'il a réussi. Et donc, si un projet, on n'a pas la preuve qu'il a réussi, il a échoué. D'autre part, le fait de ne pas mesurer le ROI de ces projets aboutit au fait qu'on n'est pas capable de les réajuster quand il y a des erreurs dans leur mise en place. Et il faut bien comprendre que automatiser des tâches, ça n'est pas toujours très instinctif. En particulier, ça n'est pas très intuitif de savoir quelle est la bonne tâche à automatiser. Assez naturellement, on va être tenté d'automatiser la tâche que tout le monde a sous les yeux, celle qui embête tout le monde, celle qui est pénible. Or, ça n'est pas forcément celle sur laquelle il y a le plus de gains de productivité, et notamment les toutes petites tâches auxquelles on ne fait pas attention, mais qui sont extrêmement répétitives et concernent énormément de personnes dans l'entreprise. Ces tâches-là, très souvent, sont faciles à automatiser, peu cher à automatiser et permettent d'avoir de grands gains. Alors si tu veux t'amuser à déterminer comme ça qu'est-ce qui pourrait être intéressant d'automatiser, eh bien écoute, je te conseille d'aller sur CV
lc.fr, qui est ça vaut le coup.fr, et tu peux rentrer une tâche, donc tu décris ta tâche et tu dis combien de temps elle te ferait gagner et quelle est la fréquence par jour, et après sur un horizon de X années, eh bien, sur un horizon de X années, eh bien, tu verrais combien est-ce que tu économiserais en temps. Et après, ça peut être très intéressant d'exprimer en seuil de rentabilité, c'est-à-dire que, alors là, ça n'est que du temps, mais tu peux le faire l'équivalent en argent avec une petite calculatrice à côté, ou combien de temps je prends pour le mettre en place et combien de temps ça me fait économiser, et donc à partir de combien de temps est-ce que la mise en place est devenue intéressante, à partir de combien de temps j'ai rentabilisé le temps perdu à la mise en place, et à partir de combien de temps, donc, je commence chaque jour à gagner du temps. Et ensuite, il est très simple, en transformant ce temps en salaire horaire de la personne qui réalise ça, de savoir les économies qu'on fait. Alors, je l'ai déjà dit un petit peu, mais il y a des raisons pour lesquelles la quantification compte, pour le fait de savoir mesurer et de quantifier les gains de productivité. Premièrement, parce que ça permet d'ajuster la stratégie. C'est qu'on met en place une automatisation et c'était peut-être pas les bons paramètres et c'était peut-être pas la meilleure automatisation à faire, et peut-être qu'il faut réorganiser l'entreprise autour de cette automatisation et non pas organiser l'automatisation autour de cette entreprise, etc. La deuxième, c'est qu'il y a des coûts de plus en plus importants de cloud et d'outils IA, de SaaS, et que donc il faut choisir les bons fournisseurs et il faut être capable de savoir si ce SaaS que l'on paye X centaines d'euros par mois est vraiment intéressant dans l'automatisme, ou est-ce que elle a un coût supplémentaire supérieur à ce que ça fait rapporter à l'entreprise. Ensuite, quand on veut automatiser et mettre des agents IA dans une entreprise et dans une activité économique, il faut faire des choix. On peut pas tous les mettre. Il y en a beaucoup plus à mettre en place possible que de possibilités en termes de temps, d'investissement et d'investissement argent. Et idéalement, on choisit celui qui a le meilleur ratio entre facilité et rapidité de mise en œuvre et gain de productivité. Autre point crucial, c'est la gestion du changement dans l'entreprise, puisque quand on met en place une automatisation et quand on met en place un agent IA, on crée dans une entreprise une modification de la façon de travailler. Et ça, personne n'a d'intérêt à le faire. Généralement, les gens ne veulent pas changer, car ce qu'ils voient simplement, c'est les difficultés que ça va leur apporter au moment du changement. Et donc, il faut absolument compenser cette friction du changement par un destin qui soit meilleur. Je vais y revenir là-dessus parce qu'il y a des éléments qui sont très importants dans cette gestion du changement. Et enfin, évidemment, ça permet d'obtenir l'approbation des décideurs, de la direction qui va dire « OK, go ». Et cette direction, elle ne peut prendre de décision qu'avec des choses chiffrées. Et généralement, ces chiffres, ils sont monétaires, ils sont financiers. Ils s'expriment en euros ou en dollars si tu es américain. Et il faut bien comprendre que l'argent est l'outil de mesure le plus efficace. Ça n'est certainement pas l'outil le plus précis, ça n'est certainement pas l'outil le meilleur, ça n'est certainement pas l'outil qui peut tout mesurer, mais c'est le plus efficace parce que c'est le plus répandu, c'est le plus unanimement compris, et c'est aussi le seul outil de mesure absolument obligatoire pour toute entreprise. À la fin de l'année, et potentiellement trimestre par trimestre, il y a des états financiers qui sont faits, et personne n'échappe à ça. Donc, tes agents IA et tes automatisations, si elles sont chiffrées, elles apparaissent dans les moments où tous les décideurs, où tous les gens qui ont un impact sur l'avenir de l'entreprise voient les résultats. En fait, ce que ce guide nous dit très justement, c'est que mettre en place des agents IA et des automatisations, ça demande de la rigueur à la mise en place, mais ça demande également de la rigueur, de la discipline dans le temps. Généralement, la mise en place, tout le monde est à fond pour se dire qu'il faut y aller, il faut mettre les bouchées doubles pour mettre en place l'agent IA si ça a été validé, mais peu de gens anticipent la suite des événements. Et la suite des événements, c'est deux choses. C'est une énorme constance et une énorme discipline et une énorme rigueur dans les mesures de ces automatisations et de ces agents IA qui ont été mis en place. Et c'est une énorme discipline et une énorme rigueur dans la maintenance de ces automatismes qui, par nature, vont se dégrader, vont tomber en panne, vont se déconnecter. Pour des raisons internes, mais aussi pour des raisons externes. Donc pour mettre en place un ROI de l'IA, il faut à la fois mesurer et à la fois adopter. Mesurer, il faut mesurer ce ROI, bien sûr, et il faut aussi être certain que ces automatisations ont été adoptées. Parce que tu peux mettre en place la meilleure automatisation du monde,
celle qui fera gagner le plus d'argent à l'entreprise. Si la moitié des utilisateurs de l'entreprise ne l'utilisent pas, quelle qu'en soit la raison, tout ceci sera un échec. Alors comment fait-on pour mettre en place cette mesure du ROI? Eh bien, il y a 8 étapes. D'abord, il faut définir l'objectif métier. Il faut sélectionner le flux de travail que l'on veut automatiser, que l'on veut optimiser, que l'on veut remplacer éventuellement par un agent IA. Et donc, il faut définir quel est le gain attendu. On va revenir sur les 3 types de gains principaux que l'on peut attendre. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. La deuxième chose, c'est qu'il faut sélectionner les bons KPI, donc les beaux indicateurs. Et par objectif, il faut mettre probablement 3 indicateurs. Ces indicateurs, ils doivent être SMART, simple, donc S de SMART. Ça doit être mesurable, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit des chiffres, il faut pouvoir l'exprimer en chiffres, donc c'est le de SMART. Il faut que ce soit atteignable, donc l'indicateur qui a été choisi, on lui donne un objectif, et cet objectif, il doit être atteignable. On doit dire, à un an, cet indicateur, on doit atteindre tel chiffre. Cet indicateur doit être réaliste, dans le sens où un indicateur pourrait être atteignable, mais en revanche, peut-être qu'il demanderait beaucoup trop d'efforts pour être atteint, et ça ne serait pas réaliste de mettre autant d'efforts pour atteindre le seuil de cet indicateur. Donc, il doit être réaliste, R de SMART. Et enfin, le T de SMART, c'est le temps. Il doit être limité. Dans le temps, il doit y avoir une échéance. Et donc, ces KPI que tu vas mettre en place, ils doivent pouvoir prouver l'impact sur l'objectif principal dont on a parlé à l'étape numéro 1, qui est définir l'objectif du métier. Et ces objectifs, ils sont de 3 natures. Il y en a surtout 2 qui sont importants. Donc, c'est soit économiser de l'argent, soit générer de l'argent, soit atténuer les risques. Le 3e point, atténuer les risques, est beaucoup plus pointu à mettre en œuvre parce que c'est pas toujours évident de transformer en chiffres une atténuation de risque. Soit parce que c'est pas facile à trouver les KPI et c'est pas facile à trouver les indicateurs, soit parce que c'est trop long. Donc par exemple dans mon activité qui était le diagnostic immobilier, une des activités les plus sinistrées de France, le délai de mise en cause d'une prestation peut être de 5 ans, 8 ans, 10 ans, voire parfois plus. Donc comment faire pour mesurer l'atténuation du risque sur une entreprise qui a moins de 10 ans? Il faut être capable de mesurer dans le très long terme et donc c'est compliqué à évaluer. Troisièmement, il faut établir un point de référence. Et ça, c'est la chose que tu vas découvrir très probablement, c'est que la plupart des entreprises ne mesurent pas. Et toi, tu vas arriver en disant, eh bien, on va mettre en place un processus pour améliorer vos processus de fabrication grâce à l'IA, grâce à l'automatisation. Tu vas vouloir le mesurer, mais tu n'auras pas de point de départ. Et donc, il faut mesurer immédiatement, dès le début, et éventuellement faire des cotes mal taillées en disant, OK, telle action, combien de personnes le font, combien de fois par jour, à combien vous estimez le temps qu'elles prennent, et tant pis si l'estimation est pas bonne, il reste toujours la possibilité sur les tâches un peu faciles, un peu courtes, de chronométrer quelqu'un qui est en train de le faire, tout simplement comme on faisait dans les usines autrefois, sans mettre la pression à personne. Vraiment, le but n'étant pas d'être précis à la seconde, mais le but étant d'avoir une première impression, une première évaluation. Et même une évaluation pifométrique par les gens qui y travaillent selon le ressenti qu'ils en ont, peut être un bon point de départ, et en tout cas, un mauvais point de départ est meilleur que pas de point de départ du tout. Et si vraiment il n'y a pas moyen de faire ça, eh bien, dès le début du projet, avant même le développement de l'agent IA, il faut mettre en place ces outils de mesure qui serviront de point de référence entre le moment où on les a mis en place et le moment où on lance l'agent IA. Donc le temps de développement de l'agent IA, le temps de développement de l'automatisation servira de mesure et de point de référence pour la suite. Donc ces KPI devront avoir des cibles, et on l'a dit, ces cibles devront être smart, hein, donc simple, mesurable, atteignable, réaliste, et limité dans le temps. Il faut mesurer tôt et mesurer souvent. Mesurer tôt, on en a déjà un peu parlé, c'est dès le début, il faut commencer à mesurer pour avoir son point de départ, mais il faut mesurer souvent. Parce que les gains d'automatisation, les gains de productivité, s'ils sont mesurés une fois par an, cela laisse très peu de marge de rectification du cap. Il est fort possible, encore une fois, je te l'ai déjà dit, que quand tu mets en place une automatisation, elle soit pas, ce ne soit pas les meilleurs choix qui aient été faits, qu'il faille rectifier le tir. Idéalement, le monitoring devrait être quotidien ou hebdomadaire. Pense à un patient qui rentre à l'hôpital, s'il est vraiment malade, donc s'il a un gros enjeu, ou si c'est une personne pour laquelle il y a un énorme enjeu, le président de la République, je peux te dire qu'on va lui prendre la température toutes les demi-heures. Donc plus le sujet est important, plus l'enjeu est crucial, plus les sommes investies sont importantes, et plus il faut être capable de mesurer en permanence, en continu, de manière à pouvoir rectifier les choix qui ont été faits et les améliorer. Le 6e point, et pour moi le point le plus important, c'est qu'il faut traduire les KPI en impact financier.
Parce que, comme je te l'ai dit, l'argent, c'est la chose qui est la plus simple du monde à comprendre, ça parle à tout le monde, et c'est la chose qui va être regardée par les décideurs. Ne serait-ce que parce qu'ils ont des échéances qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas, avec des comptables, avec des bilans comptables, avec des impôts, et que tout le monde mesure tout dans cette unité de valeur. Donc par exemple, si un agent IA économise 1875 heures par an à 125 € de l'heure, l'IA génère une économie de 234 1375 € par an. Donc, dire on a économisé 1875 heures et on ne sait pas. Ça peut parler, mais en fait, ça reste vague. Dire on a économisé 234 375 € en coût de main-d'œuvre rend la valeur absolument indéniable. Septième étape, le ROI peut être retravaillé avec tout un tas de façons de le traiter, notamment avec des taux de rendement interne, etc. Mais ça me paraît être moins important. Huitième étape, il faut absolument modéliser les différentes probabilités de réussite ou pas. Et je veux dire que il faut modéliser le fait qu'il y a une hypothèse basse, une hypothèse médiane et une hypothèse haute. Au minimum, une hypothèse basse et une hypothèse haute, notamment en termes d'adoption. Parce que, comme je le disais, peut-être que si on ne connaît pas forcément toujours exactement le taux d'adoption de l'utilisation de l'outil que l'on aura. Je pense que dans certaines structures, des gens seront à peine au courant de la mise en place des nouveaux outils que tu crées parce que ce sont des filiales qui ont été absorbées et qu'elles ont gardé un statut particulier, parce qu'ils ont une activité différente et qu'ils ne peuvent pas s'y adapter tout de suite, parce que leur budget est différent pour 1 million de raisons. Il peut toujours y avoir une partie de l'entreprise qui n'est pas apte à utiliser ces nouveaux outils tout de suite, que ça soit de la bonne ou de la mauvaise volonté. Par exemple, je relève en France, il y a un certain nombre d'entreprises privées qui ont intégré des anciens fonctionnaires de la fonction publique, qui eux ont des régimes différents, ont des fonctionnements différents souvent, ont des accords différents, ont des taux de prélèvement obligatoires différents, des retraites différentes, ils ont toutes différents, et généralement ces structures-là restent toujours un peu plus à l'écart des innovations technologiques au sein de ces entreprises, ce qui donc va mécaniquement réduire le taux d'adoption, et que donc le nombre de salariés qu'on avait annoncé qui étaient concernés par sa mise en place de ces automatisations, en fait, ne sera pas le bon. Pour finir, j'aimerais insister sur la question de l'économie d'argent. Dans une entreprise, très souvent, la dépense sur laquelle on a le plus la main, sur laquelle on a le plus la possibilité d'agir, c'est la dépense de main-d'œuvre, en particulier dans des sociétés de services. Ça n'est pas en économisant 1 centime de plus sur les commandes de stylo à billes du groupe que vraiment la différence va se faire. Et donc, un des meilleurs moyens de faire des gains de productivité dans une entreprise, quand on met des agents IA, tout de suite, ça va être la question de remplacer des actions qui sont faites par des humains et que dorénavant, ces actions soient faites par des automatismes ou des agents IA. Je vais te prendre un exemple. Imaginons une assistante administrative qui, tous les jours, reçoit des demandes de devis et c'est elle qui fait la saisie de ces demandes de devis qu'elle reçoit par mail dans le CRM. Elle le fait à la main. Alors, cette action-là, elle est automatisable. Alors, cette action, elle est facilement automatisable. Donc, on va mettre en place une automatisation, peut-être même un agent IA qui va faire cette action. Ce qui fait que la personne qui faisait ça avant n'aura plus à le faire ou elle aura quasiment plus rien à faire à ce sujet. Mais si le temps de travail que l'on libère à cette personne n'est pas réalloué à une autre activité, premièrement, il n'y aura pas de gain de productivité, puisque la personne ne fera rien de plus. Donc il faut bien que dans les heures libérées, on prévoit de lui donner un autre travail. Et deuxièmement, il faut que le nouveau travail qu'on lui donne soit un travail qui ait une plus haute valeur ajoutée. Parce que si on remplace le fait de faire des copier-coller des emails de demande de devis entrant par faire des copier-coller pas pour n'importe quoi d'autre, il n'y aura aucun gain de productivité non plus. Et donc c'est là qu'on en revient à la conduite du changement, et c'est un argument à faire valoir aux gens dans les organisations dans lesquelles on met en place des automatisations et des agents IA, c'est que la conséquence de l'automatisation et des agents IA, ça n'est pas de remplacer les humains, c'est de remplacer certaines tâches que font les humains, qui sont celles qui ont le moins de valeur ajoutée, qui sont moins spécifiquement humaines, pour les remplacer par des tâches à plus haute valeur ajoutée, qui va faire que la personne, par nature, va commencer à faire du travail plus valorisant, plus intéressant, prendre plus de responsabilités, augmenter ses compétences, progresser dans l'entreprise et potentiellement augmenter son salaire. Salaire dont l'augmentation pourra aussi être financée par les gains de productivité obtenus grâce à la mise en place de ces automatismes et de ces agents IA. Voilà, je m'arrête là. Si jamais tu veux le contenu en français traduit de ce rapport, il y a un lien dans la description.
Il y a beaucoup plus de choses que tout ce que je viens d'en dire. C'est plus fouillé, ça va un peu plus loin. Il y a des exemples qui sont pris, ils sont en dollars, tu m'excuseras, je les ai pas mis en euros. Mais ça te permettra d'alimenter ta réflexion sur le sujet. Voilà, j'en ai terminé et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo.